Parmi les jeux emblématiques de la Neo Geo, on trouve évidemment Windjammers, alias Flying Power Disc en japonais. Plutôt confidentiel à sa sortie en 1994, le jeu a vu sa popularité croître au fil des années jusqu'à engendrer une suite 26 ans plus tard. Le hit de Data East fait en effet partie des rares jeux qui, comme le bon vin, se sont bonifiés avec les années. Un nouveau jeu éblouissant combinant les sensations du tennis, les dangers du disque et des compétitions à couper le souffle, selon la présentation de l'éditeur à l'arrière de la boîte. Dans ce jeu de sport, deux personnages jouent l'un contre l'autre dans des petites arènes entourées de murs rebondissants, délimités par des buts aux extrémités. Ces derniers, composés de 3 parties, rapportent entre 3 et 5 points selon la zone touchée. Son concept, en apparence simple voire simpliste, s'avère étonnamment technique pour les amateurs de compétition. Vitesse, puissance, rebond, lob, lift sont autant de paramètres à prendre en compte lors des parties. Comme on va le voir, le jeu n'avait pas été jugé à l'aune de son potentiel à sa sortie, les magazines n'y voyant qu'un banal jeu de sport à la faible durée de vie comme il en existait tant. Intérêt 75%, le principe est efficace, mais le support est sous-exploité. Peut-être pourriez-vous consacrer vos 1500 francs à quelques économies, ou à une éventuelle location. Tout l'intérêt du jeu étant concentré sur le principe très amusant au demeurant, il s'avère que n'importe quelle console aurait été capable de nous proposer l'équivalent. Il aurait fallu davantage de personnages et de terrains, des coups spéciaux plus spéciaux. Ma première réaction en voyant ce jeu a été plutôt négative. Pour le prix de cette cartouche, on était en droit de s'attendre à mieux. Cependant, après quelques minutes de jeu, on plonge vraiment dans l'ambiance, très sex and fun. Avec Windjammers, on se retrouve grosso modo dans la situation du mois dernier avec Spin Master. Le jeu est très sympa, mais pour ce qui est de sa durée de vie, ça craint un max. C'est vrai, on s'amuse beaucoup à s'envoyer des frisbees en pleine poire, mais ça devient très vite répétitif. Difficile de se prononcer sur un tel jeu. D'un côté, il a toute l'originalité qu'on attendait depuis des lustres sur Neo Geo, et de l'autre, on se dit que finalement ça ne suffit pas, parce que d'une part c'est beaucoup trop facile, et surtout c'est très lassant, même à deux. Un jeu sans grande prétention, qui a tout de même l'énorme mérite de faire passer de très agréables moments. Ne soyons pas trop durs avec eux, nous sommes beaucoup à être passés à côté de l'intérêt réel de ce titre. Évidemment plus intéressant en versus ou mieux en tournoi, Windjammers se déguste comme un bon cigare lors d'une soirée entre amis. Allez, bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je suis accompagné de Gemu Oni, comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Écoute, très bien, je suis entouré d'une magnifique collection, mais regardez-moi ces trésors. Alors écoute, est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne? Merci déjà, mais ma chaîne, donc c'est une chaîne qui traite de jeux rétro autant que de jeux modernes. Et donc elle est basée sur aussi l'actualité, un peu de politique, mais c'est avant tout une chaîne de fondu de jeux vidéo. Exactement, alors sans déflorer le sujet bien sûr, j'ai pu apercevoir ta prochaine vidéo et je peux vous dire que c'est du lourd. Ah, merci, merci. Alors n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs je mettrai en description évidemment le lien de ta chaîne. C'est très gentil. Alors écoute, on va rentrer dans le cœur du sujet. Hein. Ouais. Windjammers, alias Flying Power Disc. Alors écoute, est-ce que tu peux nous raconter ta découverte de ce jeu? Puisque je crois que tu l'as découvert à l'époque. Oui, je l'ai découvert à l'époque dans les bars, comme d'habitude, comme à la plupart des jeux arcade. Ouais. Parce qu'on avait beaucoup de bandes d'arcade dans les bars à notre époque. Et c'est un jeu qui était assez courant, au final, à l'époque. Ouais. Je sais pas si toi tu... Non, alors moi malheureusement je l'ai pas connu à l'époque, bien que je fréquentais un petit peu les salles d'arcade, mais il se trouve qu'il n'y était pas. Voilà, donc je l'ai pas connu. Je l'ai connu bien plus tard. Moi je pense que je l'ai connu en émulation. D'accord. Tu peux me cracher à la gueule si tu veux. Ah non du tout, non. C'est pas mon genre. Je crache à la gueule que des gens qui le méritent, à mon humble avis. Ouais, t'as bien raison. Voilà. Donc tu l'as connu à l'époque. Est-ce que tu peux nous donner brièvement tes premières impressions? Ça a été quoi finalement? Alors ça a été une impression de vide.
le jeu n'avait pas une attraction vis-à-vis de moi, il ne me repoussait pas non plus, Ouais. mais je le trouvais commun en fait, rien d'attrayant. D'accord. Alors, je peux peut-être ajouter quelque chose à ce que tu as dit, c'est que moi également, j'ai eu cette impression, on va dire, de superficialité, du simple fait que, on va y venir, mais techniquement, c'est peut-être pas le plus beau jeu de la console, et puis c'est vrai qu'en surface, et j'insiste beaucoup sur le terme surface, eh bien c'est un jeu qui peut paraître un petit peu superficiel, et je propose de rentrer dans le cœur du sujet. D'un point de vue technique d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ton regard a changé maintenant 25 ans après? Effectivement, autant c'était un jeu très commun pour moi à l'époque, Ouais. que maintenant, l'intérêt du jeu a sublimé les graphismes. Je les trouve vraiment beaucoup plus beaux que dans mon souvenir en fait. Et ça prouve à quel point l'appréciation du jeu transcende un petit peu tout le reste. Exactement. Et c'est vrai que moi, c'est exactement la même chose. C'est que plus j'y joue, et plus j'ai l'impression que ces graphismes sont parfaitement calibrés, finalement, avec son dynamisme. Et comme tu disais, je trouve qu'il sublime totalement son gameplay. Donc les premières impressions, souvent, mais tu m'en parlais en off, c'est vrai c'est pas la première fois qu'on a cette espèce d'évolution dans notre avis, des jeux qui nous paraissent un petit peu banals, superficiels, et puis deviennent, au fil du temps, des véritables, peut-être pas chefs-d'œuvre, ça en viendra ensuite en conclusion sur ce que tu en penses, mais en tout cas des jeux beaucoup plus profonds. Oui, je pense que pour un jeu qui est aussi joué toujours à l'heure actuelle, je pense qu'on peut parler de jeux marquants, et donc on n'est peut-être pas au niveau du chef-d'œuvre effectivement, mais on n'en est pas loin quoi. Je pense, parce que c'est très original au final. Exactement. Alors, d'un point de vue graphique, je t'en parlais en off, c'est vrai que je le trouve assez épuré, néanmoins il est coloré, je trouve en fait qu'il arrive à délivrer l'essentiel, c'est-à-dire on reconnaît bien les personnages, ils se déplacent de manière claire, et j'ai envie de dire que finalement les graphismes sont là pour servir le gameplay et pas l'inverse. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça ou non? Pour moi, c'est un jeu à petit budget, il fait 74 mégas comme on en parlait tout à l'heure, et pour moi ils font le strict minimum tout en essayant d'apporter une touche qualité aussi forte que possible, c'est-à-dire que c'est un rapport qualité-prix optimisé au maximum dans le développement. Et à partir de là, je pense qu'on pouvait faire un peu mieux, alors peut-être pas tellement mieux, mais par rapport à la taille de la cartouche, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et pour moi ça reste acceptable par rapport aux critères de l'époque. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que bon, après 74 mégas effectivement, surtout en 94 c'est peu parce que le 100 mégas choc c'est quoi, c'est 92 je crois, il me semble. Vous allez vérifier, vous allez certainement nous contredire, mais on s'en fout. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque c'était relativement peu, et je pense que c'est un jeu qui est très bien codé, c'est-à-dire que pour 74 mégas on a quand même une œuvre, je trouve, globalement jolie. Alors oui, c'est un petit peu épuré, mais voilà. Et je trouve également l'animation, alors là on n'est peut-être pas d'accord, moi je trouve que l'animation, le fait que les personnages soient peut-être pas hyper souples dans leur animation, je trouve au contraire que ça favorise le dynamisme et le côté un petit peu mise en valeur de la puissance des coups. Toi tu avais l'air de dire que voilà, ils auraient pu aller plus loin quand même. Je trouve que certaines étapes d'animation sont sommaires, comme la stance des personnages, on voit les mecs là comme ça. C'est vrai. C'est un peu sommaire, mais je pense que ça rejoint ce que tu dis, dans le sens où si tu as des étapes d'animation sommaires, c'est pour permettre un framerate optimal, et je sais pas s'ils pouvaient se permettre beaucoup mieux par rapport à la taille de la cartouche et le système Neo Geo. Ça c'est clair que oui, je pense qu'ils ont optimisé vraiment au maximum. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a, je crois, 6 environnements différents, si je ne me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement le nom de ça. Et alors, on y viendra plus tard, mais les environnements ne se distinguent pas uniquement d'un point de vue graphique. Ah non, du tout. Voilà, mais ça, c'est capital. C'est capital. Je vais juste finir sur la partie, on va dire, technique. Les musiques, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est la touch Data East, ça se fond très très bien avec le jeu, ça se marie très très bien. Moi, j'adore. Ouais. Écoute, moi je le comparerais sur ce plan-là à Super Sidekicks 1. C'est-à-dire, je trouve que pour des musiques qu'on entend finalement en boucle, elles se marient, comme tu dis, très bien avec l'environnement, et puis surtout elles savent se faire oublier, c'est-à-dire que elles vont pas s'imposer.
Je trouve Non, ça non, ouais, c'est comme tu dis, c'est un mariage, c'est une homogénéité qui se fait très bien en fait. Exactement. Ouais. Voilà, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur la partie, on va dire, technique globale? Non, du tout. Bon. Écoute, on va switcher sur l'essentiel du jeu, c'est-à-dire le gameplay. Alors, tu en as parlé en introduction. Je pense que les gens qui l'abordent de manière un petit peu superficielle peuvent penser que c'est un jeu pas très profond, qui se joue finalement un petit peu en mode snack gaming. Et on se rend compte que, il y a des tournois, toujours, qui sont réalisés, que deux, il est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait penser. Est-ce que peut-être, de manière, encore une fois, peut-être pas très détaillée, on peut peut-être expliquer comment le jeu se joue? Donc on a 2 boutons. Ouais, pourquoi pas, on peut faire ça. Alors, précision, on n'est vraiment pas des experts, hein, si quelqu'un nous regarde, mea culpa pour tout ce qu'on va dire, mais à partir de là, oui, le jeu se joue en 2 boutons, très simple au final, mais ces 2 boutons nous permettent toute une panoplie d'actions. Donc il y a les actions offensives et défensives, un peu à la manière d'un jeu de foot, hein. Ouais. Que dire de plus sur les fonctionnalités? Alors beaucoup de gens diront que c'est un successeur de Pong, que c'est basé sur Pong. Je sais pas ce que t'en penses toi. Je pense que ça va au-delà de là. C'est évidemment Pong peut être considéré comme le père de pas mal de genres, évidemment. Tout à fait. Des jeux de tennis, mais pourquoi pas des jeux de football, hein, bien sûr, tu en parlais tout à l'heure. Donc moi, spontanément, avec mon regard très subjectif, il m'a fait penser au jeu Dodgeball de Technos. Est-ce que toi, ça t'a aussi fait penser à ça, ou est-ce que tu as d'autres références? On voit très bien dans le design, le chara-design en tout cas, que ça se rapproche de Technos, et c'est pas surprenant dans le sens où Technos a été fondé par 3 anciens employés de Data East, donc qui ont d'ailleurs, en tant que Technos, travaillé aussi pour Data East. Donc oui, les 2 boîtes sont très très proches. Ouais, écoute, ça confirmait mes impressions un petit peu comme ça. Après, j'ai pas d'autres références à part que c'est un jeu qui peut ressembler à un jeu de tennis d'un certain côté, mais qui est quand même très différent, qui a sa propre personnalité et qui a institué quasiment un genre à lui tout seul. On peut le dire. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres jeux exactement sur le même format. Si, il y en a un plus ou moins sur Neo Geo qui n'est pas très intéressant. À mon avis, il est sorti avant? Non, il est sorti après. Ouais, alors oui, je vois que tu parles et j'ai un trou de mémoire tellement il m'a pas marqué. C'est donc des personnages avec des boucliers qui renvoient la balle et qui cassent des plots derrière. Exactement. Alors c'est un jeu qui est sorti uniquement en MVS. Tout à fait, et c'est l'éditeur de Breakers, j'ai un trou de mémoire. Visco? C'est Visco. C'est un jeu Visco. Je me souviens plus du titre. Bon bref. Alors concernant, pour revenir sur la référence à Pong, pour moi c'est pas valable dans le sens où, comme tu le disais aussi très très justement, beaucoup de jeux pourraient être les successeurs de Pong. Donc quand on prend un jeu de foot, on a des buts, et ce qui fait la différence avec un Pong, c'est quand même l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on se déplace horizontalement. Et donc ça donne une dimension supplémentaire au jeu. Donc du coup, réduire ça à Pong, je trouve pas ça juste en fait. Ouais. Bon après c'est une facilité, on va dire, pour les gens qui connaîtraient pas du tout le jeu, effectivement, mais on se rend compte très rapidement que la référence est très facile. Alors ensuite, d'un point de vue du gameplay, donc peut-être ce qu'on peut également préciser, c'est qu'on a différents critères selon les personnages. Alors on a un certain nombre de personnages qui se jouent finalement assez différemment. Donc on peut les citer très rapidement, et désolé si on en oublie. Alors on a la puissance du personnage, on a la vitesse, on a l'habilité, l'adresse du personnage, donc sa capacité à aller récupérer le disque de manière plus ou moins effective, et pour la charger ensuite avec une grosse attaque. On a également la proximité du point de chute, je crois. C'est ça exactement, la proximité du point de chute. On a également les dashs. Donc la personne va pouvoir dasher plus ou moins loin. Ouais. C'est ça, hein, je me trompe. Non. Et est-ce qu'on oublie quelque chose? Je crois qu'on a tout cité. Non, il me semble, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc déjà, ça fait différents critères. Et en plus viennent, en plus de cela, se greffer, on va dire, des super attaques,
Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment ça fonctionne? Donc les super custom, c'est les attaques spéciales que l'on déclenche suite à un contre, parce que donc il y a un bouton qui sert à contrer le frisbee, et donc ça l'envoie en l'air, on vient se placer sur le point de chute, et donc en chargeant, on déclenche une super attaque il faut appuyer au bon moment pour maximiser l'effet. Et donc ça s'appelle le super custom. Il y a aussi le super lift qui est une variation, mais qui elle nécessite une manipulation supplémentaire, un 3/4 de cercle, et qui est beaucoup plus vicieux en fait, beaucoup plus fourbe. Donc il y a encore une troisième super attaque qui est le super lob, enfin je suis pas sûr des termes, mais bon, vous comprendrez, qui permet de lober l'adversaire pour envoyer le disque directement dans le but derrière. Exactement. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que plus on récupère le disque et on le relance rapidement, plus la vitesse du disque est élevée. Bien sûr. Ouais. On n'a pas précisé. On peut également, effectivement, tu en as parlé, mais on peut également donner de l'effet donc au disque. Et bref, tout ça combiné en plus à ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que les décors ne sont pas que des décors. Ils ont également des buts différents. Justement, la sélection du personnage influe vis-à-vis du décor. Sélectionner un personnage lent sur un décor restreint, c'est quand même avantagé par rapport à un personnage rapide qui est moins utile en fait. C'est ça. Donc en fait, on peut dire que les combinaisons finalement sont nombreuses et qu'un bon joueur, en fait, c'est probablement celui qui va prendre en compte toutes ces dimensions et qui va savoir finalement adapter son jeu à ces dimensions. Voilà. Et tu en parlais. Moi, je vais poser la question suivante maintenant. Est-ce que c'est un jeu que tu pratiques toujours? Est-ce que tu y joues toujours? Et est-ce que tu as un niveau... Enfin, comment tu situerais ton niveau? J'y joue toujours. C'est un jeu qu'on n'oublie pas, en fait. Mais j'y joue que de manière aléatoire, malheureusement. En ces temps troublés, je fais plus beaucoup de soirées-jeux. Et c'est un jeu que tu joues vraiment en versus. Tu joues pas trop tout seul, en fait. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que n'ayant pas d'amis, j'y joue surtout en solo. On est si très des amis, mon petit Vivi. On t'apprécie tellement. Oui, mais j'aimerais te voir plus souvent. Mais... T'inquiète pas, cette nuit tu vas me voir, je vais me glisser dans ton lit. Y'a pas de problème. Bon, allez. Donc voilà. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Donc en mode solo, évidemment, on n'exploite pas tout son potentiel, mais ça reste un jeu fun quand même seul. Alors petit insert, oui, je pensais également à la version Neo CD qui, me semble-t-il, propose un temps de jeu un peu plus supérieur, même beaucoup plus supérieur, parce que le temps de jeu est de 90 secondes, et je crois qu'on est jusqu'à 25 points par match. Donc il me semble que tu as un avis sur la question. Je vous invite à voir la vidéo de Ivan Kaiser sur sa chaîne Game Geek Style, dans le sens où lui traite du sujet, il dit que ça fait perdre la tension du jeu. Moi je trouve que c'est juste une manière de jouer différente et c'est toujours bon à prendre, toutes les manières de jouer sont bons à prendre, après libre à chacun de choisir en fait. Ouais, tout à fait. Bah, disons que oui, évidemment les matchs du coup s'enchaînent moins rapidement, mais ça peut du coup peut-être apporter une autre vision du jeu. Donc, oui, et puis ça permet de plus faire ressortir les talents, c'est-à-dire que si tu domines vraiment ton adversaire, bah là ça va être... tu sortir par la gueule. Ouais, voilà, c'est clair, c'est ça. Alors écoute, mon cher Gameoni, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ce premier épisode? Parce qu'il me semble qu'un deuxième est prévu. Eh bien, pas du tout. Voilà, donc parlons de Windjammers 2. Oui, donc projet de Dotemu qui ont réalisé Streets of Rage 4, entre autres, parce que c'est une collaboration récemment. Donc un jeu qui devait sortir en 2020. Et dont on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas si c'est 2020 ou 2040, on ne sait pas trop, ils sont dessus en tout cas. Tout à fait, alors il me semble qu'une démo est sortie déjà, mais effectivement pour le moment pas de date précise. Alors peut-être qu'on peut raconter brièvement l'histoire autour de cette suite, parce que si j'ai bien compris, Dotemu a pu récupérer les droits de cette série. Alors tout à fait, Dotemu est une société qui régulièrement va au Japon démarcher des sociétés japonaises pour récupérer des licences, comme ils ont fait pour Streets of Rage 4. Et il se trouve qu'ils sont allés voir la société Pandipi, qui possède actuellement les droits de Windjammers, Shenov, Karnov. Et donc il faut savoir que Takaaki Inoue, le directeur de Windjammers, bosse pour Pandipi, puisque en 2004, quelques mois après la fin de Data East,
plusieurs employés de Data East ont rejoint PanDP, qui ne s'appelait pas encore PanDP à cette époque, et donc ont racheté des licences Data East. Et donc Takaaki Inoue travaille pour Data East, et donc il a sûrement eu son mot à dire dans l'acquisition de la licence par Dotemu en fait. Ouais. Et tu me racontais que l'une des conditions, si je crois, était de réaliser le portage du premier sur les consoles next-gen, hein, pour faire simple, ce qui a été fait, et je crois de manière assez brillante, parce que je crois que le jeu est bien porté. Alors effectivement, le jeu a été fait par Dotemu aussi pour l'adaptation du premier. Je ne sais pas si on voit ici le Dotemu. Donc ça c'est la version Vita. Il est sorti aussi sur d'autres supports. Et donc c'était une des conditions pour acquérir la licence, en sachant qu'il y a énormément de boîtes qui sont venues voir PanDP pour les démarcher pour la licence Windjammers et qu'ils ont envoyé tout le monde chier en fait. Ouais. Et c'était, je pense, le gage de qualité de Dotemu, hein, quoi qu'on en pense, mais c'est vrai que c'est une boîte qui a plutôt des bonnes productions à son actif. Hein. Alors d'ailleurs, on en parlait en off, mais du style graphique de Windjammers 2, alors qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est très bien animé, par contre, beaucoup mieux que le premier, encore heureux. Personnellement, j'ai toujours un peu craché sur le choix de design de Streets of Rage 4 par rapport à la série. Je dis pas que c'est dégueulasse, je dis que ça correspond juste pas à la série. Sans critiquer le jeu est excellent, le jeu est très très bon, mais je pense que sur Windjammers 2, c'est encore un autre niveau. Pour moi, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que t'en penses en comparaison. Je suis moins sévère que toi, mais oui, globalement, je trouve que ça dénote en fait avec l'esprit et le style d'origine. Voilà. Je trouve ça dommage qu'ils aient mis leur touch, leur French touch. C'est un peu ça, c'est ce que tu disais, c'est ça que c'est le style un peu BD belge. C'est ça. Qui tente de singer le style animé manga. Ouais, c'est un peu ça. Pour moi, c'est strictement ça. Je pense qu'on a énormément d'artistes en France qui sont inspirés de la BD franco-belge et qui donc essayent d'émuler le style manga, mais pour moi, ça fonctionne pas. Ouais. Et pour le coup, moi, je préfère le style de Windjammers 2 à celui de Streets of Rage 4, que pour le coup, là, j'ai toujours eu du mal, que je trouve encore plus impersonnel, en fait. Mais ça, c'est vraiment subjectif. Mais cela dit, encore une fois, Streets of Rage 4, moi, je trouve super par ailleurs. Donc, c'est pas... Il n'y a pas que le style graphique qui compte, bien sûr, même si c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le 2? En tout cas, moi je l'attends, sans être un gros fan de la série, en tout cas moi je l'attends fermement. Et je pense qu'on peut être rassuré sur le fait qu'il soit fidèle à l'esprit du premier, parce que tu m'as dit que le producteur était dans l'aventure. Tout à fait. Alors Dotemu a su convaincre PanDP en mettant les petits plats dans les grands. Ils se sont rencontrés à l'ambassade française. Ouais, c'est un petit détail, mais en tout cas, ils sont même allés consulter SNK, c'est-à-dire qu'après avoir obtenu la licence Windjammers, ils sont allés voir SNK pour avoir, on va dire, l'adoubement de SNK par rapport à une suite de Windjammers, même s'ils ne sont pas impliqués en fait, puisque c'est Data East. Et ils l'ont eu, donc ils ont su mettre en place une opération séduction qui a très bien marché, même auprès de Takaaki Inoue. Ouais. Bah, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Windjammers 1, évidemment, un jeu culte de la Neo Geo, hein, il est inutile de le dire, c'est une évidence, qui se déguste d'autant mieux à 2 joueurs, qui est toujours pratiqué, hein, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom? Il me semble qu'il y a des équipes en France. Ah, c'est juste Windjammers France, en fait, qui est un forum dédié au jeu avec des aficionados complètement hardcore. Voilà. Et qu'on salue, alors voilà, encore une fois, comme tu le disais, on aura une vision très superficielle peut-être du jeu, mais c'est un petit peu l'angle que j'ai voulu prendre. Mais n'hésitez pas évidemment à consulter les experts si vous voulez en savoir plus. Écoute, Guillemoni, je te remercie. C'était un vrai plaisir de tourner cette vidéo avec toi. Et j'espère pour d'autres aventures. Bien sûr. Allez, à plus. Ouais.